Coucou, re-bienvenue mes chers amis, on est toujours sur les cours consacrés au module ERP, Enterprise Resource Planning ou bien PGI, Logiciel de gestion intégré. Mais aujourd'hui on va parler un petit peu de théorique, ça sera pas ennuyant mais c'est un peu le cœur de l'ERP, c'est un peu la pierre fondamentale, c'est la vente. Donc le plan l'outline de notre discussion, ça serait divisé en 6 séquences. Séquence 1, généralité sur la vente. Séquence 2, le processus de vente. Séquence 3, la découverte du client. Séquence 4, la négociation commerciale. Séquence 5, l'objection, prix. Séquence 6 est la séquence finale, la conclusion et le suivi de la vente. Dans la séquence 1, généralité sur la vente, nous allons découvrir une petite présentation de la vente, l'émission d'un commercial, les qualités et compétences d'un commercial, la communication en situation de vente, comment communiquer en situation de vente. Voilà. Présentation de la vente. On a quelques questions à poser. Qu'est-ce que la vente, le commerce et la distribution? Que peut-on vendre? À qui peut-on vendre? Les différentes formes de vente. Voilà. Présentation de la vente. Qu'est-ce que vendre? Il existe de nombreuses définitions du verbe vendre. On peut retenir échanger contre de l'argent, exercer le commerce de, par exemple, c'est la définition de la hachette. Vendre, c'est exercer une certaine influence sur une autre personne dans le but de le ramener à décider en faveur d'une proposition. Pierre Rateau. L'acte de la vente peut être analysé sous différents angles, économique, juridique et mercatique. Économique. C'est un échange entre deux personnes, le vendeur est l'origine d'un flux réel, il délivre un bien alors que l'acheteur est à l'origine du flux monétaire. Il paye en contrepartie. L'angle juridique, la vente est un contrat qui fait naître des obligations réciproques, contrat synalagmatique. Mercatique, le bien vendu a vocation à satisfaire un ou plusieurs besoins. Le commerce. Le commerce est l'activité de revente en l'état sans transformation de produits achetés à des tiers. On distingue le commerce traditionnel et la distribution moderne. Le commerce traditionnel, la distribution moderne. Une distribution, donc toute une chaîne de distribution. La distribution. La distribution couvre l'ensemble des opérations nécessaires à l'écoulement d'un produit fini depuis sa production jusqu'à sa consommation finale. La distribution comprend des opérations de stockage, transport, manutention, assortiment, vente et services annexes. On a plusieurs volets, le stockage, le transport, la manutention, l'assortiment et les services annexes. Commençons par le stockage. Le stockage. C'est entreposer les produits en attendant de les utiliser ou de les mettre en vente. Le transport consiste à acheminer les marchandises depuis leur lieu de production jusqu'à des entrepôts, puis des entrepôts au point de vente. La manutention, c'est le déplacement des marchandises dans un lieu de production ou de stockage. L'assortiment, il consiste à présenter les produits
à la vente. Les services annexes, ils comprennent les opérations de promotion sur les lieux de vente, PLV, conseil, livraison, installation, service après-vente. Voilà. La deuxième question, qu'est-ce qu'on peut vendre? Eh bien, on peut vendre des biens de consommation finale, une voiture, tissu, biens alimentaires, etc. Des biens de production intermédiaire, par exemple des matières premières, des biens de production durable, exemple une machine, des services, par exemple une assurance, une cause, par exemple campagne de souscription à une œuvre humanitaire. La troisième question, à qui peut-on vendre? Le commercial est amené à rencontrer différents types de prospects. Les particuliers, les entreprises, les distributeurs, exemple commerce de détail, grande surface, les associations, les administrations et établissements publics, exemple communes, écoles et hôpitaux, et finalement les prescripteurs, exemple médecins, architectes, etc. Donc, trois questions. Les différentes formes de vente. On commence avec la vente sédentaire. Dans la vente sédentaire, c'est l'acheteur qui vient à la rencontre du vendeur. On peut distinguer la vente dans un magasin type petit commerce, vendeur dans un magasin de prêt-à-porter, la vente dans une grande surface spécialisée ou non, exemple chef de rayon dans une grande surface de bricolage. La vente en concession, exemple vendeur dans une concession automobile. La vente lors de salons, expositions, foires ou dans une salle d'exposition. Ou bien la vente dans une agence ou une succursale. Exemple chargé de clientèle dans une banque. Après la vente sédentaire, on trouve la vente itinérante. Dans ce cas, le commercial qui va à la rencontre de son prospect. Il peut s'agir de la vente au domicile des particuliers, vente produits cosmétiques. La vente en entreprise, le commercial va prospecter des professionnels dans des entreprises. La vente à la grande distribution, exemple, référencement de produits dans un hypermarché. Et donc on a vu la vente sédentaire, la vente itinérante, et maintenant c'est le tour de la vente par correspondance ou à distance. L'offre de produits a lieu par l'intermédiaire d'un support écrit ou audiovisuel. Les principaux supports sont le publipostage. L'offre commerciale est acheminée vers une cible identifiée par voie postale sur un support papier. Le catalogue, la cible est plus large et l'offre en termes de produits est plus diversifiée. Meubles, produits de beauté, livres, cassettes. La télécopie fax consiste à adresser une offre commerciale par fax à un prospect. Le téléphone, il permet de prendre des rendez-vous ou bien de vendre directement des produits, exemple abonnement, produits bancaires, etc. Internet, vente à travers les sites internet, c'est le plus répandu maintenant. La télévision, le téléachat est un système où l'offre de biens est supposée à distance au cours d'une émission de télévision. La distribution automobile, réalisation de vente à l'aide d'un appareil conçu pour offrir sans aucune intervention humaine des produits à la clientèle contre versement de pièces de monnaie. Passons maintenant à la commission, aux missions d'un commercial. Quelles sont les missions d'un commercial?
La première mission, représentation de l'entreprise. La deuxième mission, négociation des ventes. Troisième mission, élargissement de la clientèle. Quatrième mission, le suivi et la fidélisation. Cinquième mission, la remontée d'informations. Donc, il y a 5 missions pour un commercial. On va les voir en détail. Les missions d'un commercial. Première mission, représentation de l'entreprise. Le vendeur est un ambassadeur de l'entreprise. Il occupe une place privilégiée de contact avec l'extérieur. Les tâches à accomplir par le commercial et les conditions à respecter sont connaître son entreprise, sa stratégie, ses objectifs et y adhérer. Soigner sa propre image, sa présentation. Soigner ses outils d'aide à la vente, donner une image de sérieux, de respect. Savoir se rendre disponible, ouvert vis-à-vis de la clientèle. Rester en éveil à l'écoute du marché. Exemple, lecture de revues spécialisées de son secteur d'activité, participation à des salons, constituer un réseau. Deuxième mission, la négociation vente. Le vendeur doit réaliser du chiffre d'affaires tout en laissant au client le sentiment d'avoir réalisé le bon achat et le bon investissement. Les tâches à accomplir dans ce cadre par le commercial sont préparer ses outils d'aide à la vente, argumentaire, fiches produits, catalogue, matériel de démonstration, fiches clients, plan de questionnement, etc. Gérer, organiser son emploi du temps, ses rendez-vous. Négocier. Mettre à jour le fichier des clients. Organiser des animations, PLV. PLV, ça veut dire publicité sur lieu de vente. La troisième mission d'un commercial, c'est l'élargissement de la clientèle. Le vendeur doit sans cesse diversifier sa clientèle et enrichir son fichier par de nouveaux clients. Les tâches à accomplir sont consulter des annuaires, les fichiers préexistants, gérer, qualifier ces fichiers, préparer des outils de prospection, guide d'entretien, fiches de renseignement, numéro d'appel, engager la prospection téléphonique ou par courrier, publipostage, mailing ou encore physique, porte-à-porte, salon et foire. Ou bien le CRM, bien sûr. Faire de la relance téléphonique, mettre à jour les fichiers des prospects. La quatrième mission, le suivi et la fidélisation. Très importante cette mission. Non seulement il faut vendre, il faut aussi revendre. Fidéliser ses clients coûte moins cher que d'en acquérir de nouveaux. Les tâches à accomplir sont à partir d'un échéancier régulièrement tenu et mis à jour, vérifier que la livraison de la commande est bien effectuée selon le terme des contrats de vente. S'assurer que le client est satisfait, lui apporter assistance ou conseil. Éventuellement, demeurer en contact permanent avec le SAV, le service après-vente de l'entreprise et services intermédiaires pour accélérer ses interventions. Informer la clientèle sur les nouveautés concernant le produit proposé par l'entreprise. Prévoir la date probable des réapprovisionnements ou des réabonnements pour un stock de marchandises, de pièces de rechange, un contrat d'assurance, un abonnement à un service, etc. Donc c'était la quatrième mission, c'était la fidélisation. Passons maintenant à la cinquième mission et la dernière. La remontée d'informations. Qu'est-ce qu'on veut dire par la remontée de l'information? Afin de répondre au mieux aux besoins des clients potentiels, l'entreprise doit réaliser des études de marché. Ces études sont réalisées par des services marketing. Cependant, les vendeurs détiennent des informations très utiles sur le marché.
collecter auprès des clients et parfois auprès des concurrents. Les tâches à accomplir dans ce sens sont mettre à jour les fiches clients en notant les remarques, les objections, les jugements émis au cours des entretiens. Être à l'écoute du marché, offre des concurrents, tendances du marché, préférences des clients. Établir les notes de synthèse ou des comptes rendus. Maintenant, on va passer aux qualités, compétences d'un commercial. Il y a les qualités personnelles d'un commercial et d'autre part, les compétences essentielles d'un commercial. On va commencer par les qualités personnelles d'un commercial. On les a subdivisées en A psychologique, qualité personnelle et qualité technique. Qualité psychologique, il faut être réactif, créatif, esprit de compétition, avoir l'esprit de compétition, avoir l'esprit d'équipe, être persévérant, être ambitieux. Les qualités personnelles, être franc, honnête, bonne tenue, capacité à mener plusieurs choses à la fois, être multitâche, organisé, sens du contact. Les qualités techniques, savoir conduire, culture générale, maîtrise des calculs qui est un atout, savoir s'exprimer, connaissance en bureautique ou bien en matériel informatique ou bien en logiciel informatique. Et on passe aux compétences essentielles d'un commercial, les 3 S du négociateur. Le savoir du négociateur, le savoir-faire du négociateur et le savoir-être du négociateur. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, commençons avec le savoir. Connaître son produit, sa gamme. Connaître son entreprise, son groupe. Connaître son marché. Connaître sa clientèle. Connaître l'environnement de son activité. Pour le savoir-faire du négociateur, savoir négocier, conclure, savoir organiser son travail, savoir gérer sa zone d'action, sa clientèle, savoir faire remonter les informations, savoir traiter avec sa hiérarchie, savoir gérer son temps de travail. Et pour le savoir-être du négociateur, on trouve des attitudes et comportements personnels, être convaincu et convaincant. Attitudes et comportements stratégiques, prospection, développement et fidélisation. Attitudes et comportements de communication, manifester une réelle volonté d'appartenir à une équipe ou bien famille. Maintenant, on va passer à la communication en situation de vente. Donc, on a le processus de communication et la communication verbale et non verbale. Et comme on sait bien, la communication, c'est un atout majeur pour toute action commerciale ou bien action de vie. Le processus de communication. Donc, le processus de communication, comme on le sait, donc il y a un monde émetteur de référence, il y a toujours un codage, le canal, bien sûr, lorsqu'il y a un canal, on peut trouver du bruit comme parasite, il y a le décodage côté récepteur, il y a aussi le feedback. Les freins, en parlant maintenant des freins de communication, peuvent se situer au niveau du récepteur, donc de l'émetteur, du vocabulaire inadapté, de l'effet
de feedback des bruits étrangers à la communication. Donc soit au niveau de l'émetteur, soit au niveau de récepteur, soit au niveau du canal, ou bien codage au moment du codage ou du décodage. Donc le vocabulaire aussi, c'est un atout majeur. Et bien sûr, le bruit, ça fait changer beaucoup le côté décodage. Pour coder un message, il y a une interaction avec des interférences avec le bruit. Le décodage ne donnera pas le même message émis. Donc le feedback sera pas intéressant à voir. Donc le cadre de référence. Donc tableau. Là, on peut trouver qu'il y a une différence entre les deux tableaux. Ça, sa référence, c'est le mathématique. Et ça, c'est la référence un peu beauté, un peu nature. La déperdition que subit la communication. Le message de départ, ce que vous voulez dire. Ce que vous dites réellement. Ce que vos cibles entendent. Ce que vos cibles comprennent. Ce que vos cibles retiennent. Ce que vos cibles restituent. Donc il y a une certaine déperdition entre ce que vous voulez dire et ce que vous dites réellement. Ce que vos cibles entendent et ce que vos cibles comprennent. Par exemple, si vos cibles sont des Chinois et vous parlez en arabe, ce que vos cibles l'entendent, ils entendent de l'arabe. Ce qu'ils comprennent, c'est nada. Ou bien ils comprennent deux mots. Ce qu'ils retiennent, ce sera tous ces deux mots, rien que ces deux mots. Ce que vos cibles restituent, c'est rien, c'est de la déperdition de l'information. Donc, il y a tout un processus de déperdition de la communication. On peut trouver 5 leviers pour booster le message. Donc, pour contourner la déperdition, la clarté du propos, conditions de réception calme, tenir compte du cadre de référence auditoire, valeur, contexte, intention, éviter la surcommunication, écoute active et l'empathie. Donc tout ça, ça permet de contourner les problèmes de déperdition de l'information. Donc il faut avoir un propos clair. Il faut être dans une atmosphère calme et dans une posture calme. Le cadre de référence, donc il faut accepter les valeurs, le contexte, l'intention des clients. Donc il faut avoir la même référence. Par exemple, la référence, le premier parle mathématiques, l'autre parle beauté. Donc ils n'ont pas le même référence. Éviter la surcommunication, il ne faut pas parler beaucoup. L'écoute active et l'empathie. Il faut savoir écouter, comme on sait parler, il faut savoir écouter et exprimer un peu de l'empathie, de ce que faut comprendre les gens, il faut comprendre ce qu'ils veulent, il faut un peu sentir et sentir leurs besoins et exprimer son empathie bien sûr. Maintenant on passe à la communication verbale et non verbale. Communiquer, c'est parler. Dire des mots sensés, exprimer la pensée, les idées, c'est la communication verbale. En réalité, nous communiquons aussi par d'autres signes. La communication non verbale. Il est important de maîtriser autant sa communication non verbale que sa communication verbale. La communication non verbale. Voyez ces images. Les gestes, les postures, les visages mimiques, le regard, les signes vocaux, les tiroirs. Donc tout ça, ça fait partie de la communication verbale. La posture, le regard, les mimiques, les gestes,
Voilà, les signes vocaux, les tiroirs, c'est tout ça, ça fait partie de la communication non verbale. Selon Albert Mehrabian, psychologue à l'université de Pennsylvanie, seuls 7% de la communication serait traduit par les mots. Juste 7%. Donc ce qui reste, c'est du non-verbal. Le processus visuel d'information chez l'être humain est bien plus rapide que celui du traitement des mots. Le verbal, c'est 7%, le vocal, c'est 38%, et le visuel, c'est 55%. L'expression de visage, langage corporel, c'est 55%. L'intonation et son de la voix, c'est 38%. La signification des mots, juste 7%. Le non-verbal est aussi important que les mots. La posture, se tenir droit, les épaules en arrière, se redresser. Le contact visuel, regard franc, limiter les mimiques. Gestes, ouverture des gestes des mains et des bras, pas vers soi. Le débit vocal, discours suffisamment long et clair et posé. Le ton de la voix, ton modéré et à bas, pas dans les aigus. Je suis à votre service, vos désirs sont désordre. La position, les lèvres punues. Ce vendeur n'inspire pas confiance. Je suis à votre service, vos désirs sont désordre. Donc c'est une position de l'élève. Il n'y a pas de confiance dans cette posture. Bien, l'entretien est terminé. Une bonne chose de faite. Se frotter les mains au fur et à mesure, il devient serré. Autocontact et fermeture. Le sujet est clos, pressé d'en finir. Un accueil chaleureux du vendeur qui vous inspire confiance. Donc il faut avoir un accueil, un sourire. Il faut sourire, toujours sourire et prendre cet air de confiance. Intonation de la voix. Elle exprime le degré de conviction, l'état d'esprit profond de la personne qui parle. Un ton bas et hésitant de la part du vendeur est conçu comme une méconnaissance du produit, un manque de maîtrise de son sujet. Donc le ton bas et hésitant, c'est mal vu, c'est de la méconnaissance du produit, c'est un manque de confiance. Donc les mimiques de visage. Ce sont des indices de réaction de l'interlocuteur sur ses pensées profondes, ses préoccupations du moment. Le doute le fait n'être pas vraiment convaincu de tel ou tel argument. Par exemple, là, on peut voir le mépris dans ce visage. Regardez la joie, la surprise, il est surpris, la peur, oh là là, le dégoût, oh, la tristesse, la colère, la joie. Je suis contre cette image, je vois pas ce visage joyeux. Le mépris un peu, mais pour la surprise et la peur, ça. Est-ce que c'est de la peur? Ok, ça va. Donc c'est juste des exemples. Il est donc plus facile de cacher la vérité ou ses intentions par les mots que par les gestes. En effet, la communication non verbale envoie un ensemble de signaux. Type de signal, définition. Les gestes naturels, mouvements d'instinct ou réflexe, haussement d'épaule. Les gestes sociaux, mouvements volontaires liés à la culture, à l'origine sociale des individus. Regard. Sa direction est une indication sur le degré d'intérêt porté à l'autre. Expression du visage. Disponibilité d'esprit, degré de sympathie. Posture et mouvement, degré d'assurance et de disponibilité. Vêtements, statut social,
style de vie, mais aussi mise en valeur de l'autre. En conclusion, le commercial doit respecter les 3 principes suivants. Principe de cohérence, message cohérent avec la politique de l'entreprise. Principe d'échange permanent, feedback. Principe de perception globale, tout communique. On passe à la séquence 2, le processus de vente. Introduction générale, la prospection commerciale, la prise de contact, la négociation commerciale. Donc, l'introduction générale, le processus de vente peut être décomposé en 3 phases principales. Connaître, convaincre et concrétiser. Donc, on a connaître, découvrir une opportunité. D'abord, préparer, prospecter, découvrir. Donc ça, c'est un suspect. Connaître, découvrir les opportunités. Après, on passe à convaincre, transformer l'opportunité en projet. Donc, c'est reformuler, qualifier, argumenter. On est toujours sur la phase de prospect. On passe à concrétiser, passage vers la commande. Donc, négocier, clôturer et fidéliser. Négocier, conclure et fidéliser. Donc, lorsque vous fidélisez, ou lorsque vous faites une conclusion de contrat, le prospect devient client. Le client était un prospect, avant était un suspect. Et c'est là qu'en ERP, on peut trouver des CRM de relations client. Donc le Customer Relation Manager. Donc c'est la relation de client. Donc on passe à la prospection commerciale. C'est quoi la prospection commerciale? Elle regroupe l'ensemble des actions qui visent à identifier et contacter de nouveaux clients potentiels et à chercher de transformer en clients réels. On peut distinguer 2 groupes de personnes. Au niveau de la prospection, les suspects et les prospects. Les suspects, nous avons vu ça dans le schéma. Les suspects sont des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par un produit, compte tenu de certaines règles, ou bien certains critères. Exemple, âge, profession, situation sociale. Les prospects, ce sont des individus ayant exprimé un intérêt pour une offre commerciale. Les types de prospects. Il y a le prospect froid, le prospect tiède et le prospect chaud. Le comportement du prospect froid intéressé par le produit, mais n'envisage pas l'achat à court ou à moyen terme. Le prospect tiède, il est assez motivé, il envisage l'achat à court terme, mais n'est pas encore fixé sur la marque et la date d'achat. Le prospect chaud, très motivé, sa décision d'achat est imminente. Il a une idée précise du produit et du prix. Les objectifs commerciaux pour le prospect froid, c'est l'informer sur le produit et connaître la date probable d'achat pour le contacter. Les objectifs pour le prospect tiède, le décider, lever ses hésitations, lui faire essayer le produit. Le prospect chaud, le rencontrer, lui proposer la meilleure solution, le rassurer, traiter les objections et transformer l'intention d'achat en commande ferme. Donc, le synthèse processus de vente, on a une cible, le suspect. Ça devient un prospect des contacts, voir le contact, le numéro de téléphone, le email, et le prospect devient un client. Donc, vous avez une commande. Les formes de prospection. Le porte-à-porte. On va cibler un secteur, une commune ou un quartier. On va partir contacter les prospects. Téléphone ou téléprospection. Peu coûteuse que la porte-à-porte, il consiste à appeler les prospects par téléphone à partir d'un fichier préparé à l'avance.
les galeries marchands des supermarchés GMS. Dans un petit stand avec des clients à disposition de prospects ou un ou deux commerciaux pour la prise de contact. Il faut prévoir le prix de la location de l'emplacement. Ce n'est pas gratuit. Le parrainage. On demande des adresses de connaissances à notre client avec lesquelles on va prendre contact. De sa part, c'est une excellente méthode de prospection car la confiance est presque acquise. Le prescripteur. Un petit contrat moral ou écrit avec un professionnel qui vous recommande à ses clients. L'envoi des courriers aux publicités. Des envois en gros sur les communes entières, les gens reçoivent de petites publicités chez eux, cependant le taux de retour n'est pas très intéressant. Le mailing, même principe que par voie postale, sauf que c'est par ordinateur. Il faut envoyer plusieurs mails pour espérer le retour. Et peut même classer en spam. La vente à un prospect coûte plus cher qu'une vente à un client. Donc, il faut d'abord commencer sa prospection par les anciens clients ou clients reconnus et inactifs. Maintenant, on passe à l'organisation de la prospection. Un plan d'action bien préparé fait gagner du temps, des clients, des kilomètres et améliorer les résultats. La planification passe par l'organisation de ces tournées dans le cadre d'un plan d'action et la préparation matérielle de son travail. Les grandes entreprises utilisent des outils informatiques, ordinateurs portables, logiciels et aident à gérer et organiser les tournées. La fréquence des visites. L'activité de l'entreprise, la qualité des clients, le potentiel de chiffre d'affaires influencent le nombre de cadences des visites réalisées par le vendeur. La vente de biens de consommation courante, tels que produits frais, produits entretien, pièces de rechange, nécessite des visites fréquentes en raison de rotation rapide des stocks. Pour la vente des biens d'équipement, bien durables, et fréquence de visite sera plus espacée. Les outils de la prospection. Un vendeur bien organisé va mettre chaque chose à sa place, immédiatement accessible et disponible pour soutenir son action commerciale. Fichier commercial, journal de visite, fiche client, carnet de bons de commande, carte de visite, matériel de présentation de démonstration, échantillon, catalogue des produits et conditions tarifaires, carte routière du secteur, agenda. Exemple d'information plus ou moins utile dans un fichier client. Nom de client, raison sociale de l'entreprise, nom, prénom, poste des interlocuteurs, coordonnées diverses, CA mensuel, CA chiffre d'affaires, CA accumulé, date de premier contact, prescripteur, comment le client vous a-t-il connu, le prescripteur, etc. Donc tout ça, ça peut être des champs dans la base de données ou bien dans un ERP, donc justement dans le CRM. La prospection téléphonique ou la téléprospection, ou bien les centres d'appel. Personnalisation des listenings. Il est conseillé de n'appeler que si l'on connaît le nom du chef d'entreprise ou de l'acheteur. Dans le cas contraire, il est préférable de téléphoner une première fois, d'interroger la standardiste ou la secrétaire. Appel téléphonique peut être réalisé par 3 acteurs différents. Le vendeur lui-même. Avantage, ses compétences techniques peuvent être utiles pour prendre un rendez-vous. Il peut déjà qualifier son rendez-vous en posant des questions indispensables à une bonne proposition. Un premier contact avec le futur acheteur permet une meilleure connivence lors du rendez-vous. Les inconvénients. Les commerciaux vivent généralement la prospection téléphonique comme une corvée.
Donc ils vivent, ils voient la prospection téléphonique comme une corvée. Il est dommage de payer une prospection au tarif horaire d'un bon vendeur. Le vendeur a souvent tendance à trop parler du produit, ce qui peut être néfaste à une prise de rendez-vous. Donc ils ne sont pas les gens les mieux placés pour jouer ce rôle de téléprospection. Donc leur temps est cher et aussi ça serait dommage qu'ils loupent le rendez-vous tout en restant à avoir le focus sur le produit. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. Par une téléactrice interne à l'entreprise, donc les avantages et les plus rentables à partir de 5 commerciaux. Ne connaissent que peu de produits, il ne perd pas son temps dans des idées descriptives. Les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients à l'utilisation d'une téléactrice interne à l'entreprise. Une téléprospectrice est parfois moins accrocheuse qu'un vendeur dont le métier est de convaincre. Il peut se laisser de ne faire que cela à la longueur de la journée. Cela ne convient pas à des produits trop techniques. Donc ça se peut qu'une téléactrice ou bien téléprospectrice d'ignorer un peu le côté technique des produits. Ou bien par une téléactrice externe à l'entreprise. Généralement au sein d'un cabinet marketing téléphonique ou bien centre d'appel, ce qu'on appelle un centre d'appel. Les avantages, ce sont des bandes professionnelles de la prise de rendez-vous. Idéal pour prospecter beaucoup de clients en un peu de temps. L'inconvénient, coût élevé par rendez-vous pris. Les téléactrices n'ont qu'un seul objectif, décrocher un rendez-vous et le commercial se rend parfois chez des clients très peu intéressés. Le barrage secrétaire. Les entreprises deviennent de plus en plus professionnelles dans leur démarche commerciale, mais aussi dans la gestion de leurs appels entrants. Les standardistes sont formés et ne font que leur travail en vous refusant l'accès direct à un décideur dont le temps est précieux. Donc, présentez-vous correctement. Dites tout de suite votre nom, cela évitera la question « c'est de la part de qui ?» Évitez les formulations maladroites telles « je me permets de vous appeler » ou bien « puis-je déranger monsieur X ?» Le vendeur doit garder à l'esprit qu'il est un partenaire ayant une optique à faire gagner de l'argent au patron de l'entreprise. Exemple de prospection téléphonique. Bonjour, c'est Ahmed Mekawi. J'insiste sur la voix claude et chaleureuse. Je voudrais vous demander un grand service. Généralement, la secrétaire se rétracte. Pourriez-vous me donner votre numéro de fax? À ce moment, elle se détend et vous la donne sans aucun problème. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très aimable, je vous souhaite une excellente journée. J'insiste encore sur la voix chaleureuse pour qu'elle se souvienne de moi le lendemain. Le lendemain, bonjour, c'est Ahmed Mekawi, vous m'avez gentiment dépanné hier. Vous pouvez me passer à Ali Sohail, s'il vous plaît? Donc là, on insiste toujours sur la voix chaleureuse, d'avoir cette voix chaleureuse. Je sais pas, j'ai pas cette voix chaleureuse. Mais un vendeur, il peut en avoir cette voix chaleureuse. C'est la confiance d'un vendeur de faire gagner de l'argent avec sa voix. Donc, la prospection téléphonique, méthode CROC. CROC. Contact, raison, objectif, conclusion. Contact, saluer, bonjour. Se présenter votre prénom et nom de votre entreprise, et demander à parler à l'interlocuteur désiré. Ça, c'est le contact. Raison, exposer l'objet de l'appel. C'est pourquoi vous appelez.
Objectif, développer ces idées pour arriver au résultat approprié. Prise de rendez-vous. Présenter les avantages concurrentiels de votre entreprise, de votre produit. Procéder au questionnement des prospects pour découvrir ses besoins. Conclusion, récapituler, remercier et prendre congé. Donc c'est la méthode CROC, la prospection téléphonique. Le contact, la raison, l'objectif et la conclusion. Récapituler, c'est très intéressant. Bonne pratique dans la prise de rendez-vous par téléphone. Ayez l'esprit, l'objectif de votre appel, obtenir le nom de l'interlocuteur, obtenir le rendez-vous. Avant l'appel, préparez votre liste d'entreprises par secteur d'activité, par zone géographique. Sachez répondre aux questions suivantes. Quels sont les atouts de votre entreprise, l'avantage concurrentiel de votre produit, vos références, la préparation matérielle, cahier, stylo, agenda, ordinateur. Préparation physique et morale. Morale, c'est esprit positif, tempérament de fonceur, à l'écoute, être organisé et méthodique. Physique, une voix tonique, souriante et sûre, parler calmement et au présent, se connecter et être chaleureux. Donc, avant de décrocher, relisez votre argumentaire, sachez ce que vous voulez obtenir, les coordonnées, les décisionnaires au rendez-vous. Si c'est un deuxième appel, vous devez connaître le nom de votre interlocuteur. Mettez-vous en mémoire ce que vous avez déjà sur lui, vous savez déjà sur lui, et à quel stade vous en êtes de votre contact. Vous décrochez, souriez, tout son temps au téléphone. Présentez-vous distinctement comme un professionnel. Ayez un discours positif. Évitez « Excusez-moi de vous déranger ». Écoutez ses réponses et prenez-les en note. Laissez respirer la personne. Jouez sur les silences. Utilisez l'humour si besoin. Réponse aux objections par la prise de rendez-vous. Objection. Je viens d'acheter. La formulation du vendeur. La tactique voudra que, quelquefois, vous ne perdiez pas le temps en rendez-vous à trop long terme. Demandez néanmoins quand se termine votre contrat. Notez-le sur votre fiche contrat et rappelez 3 mois avant. Envoyez-moi une brochure. Dites-lui « Oui, bien sûr » et faites-lui comprendre qu'un rendez-vous est nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous mette dans la documentation? Les prix, d'accord. Vous avez combien de mètres carrés? En quoi est fabriqué votre... Le client s'aperçoit qu'il ne peut pas répondre à tout. Bien, vous savez ce qu'on va faire. On va se consacrer une séance de travail d'un quart d'heure qui me permettra de vous donner toutes les informations que vous souhaitez entre jeudi et vendredi. Rappelez-moi ultérieurement les objections. Rappelez-moi ultérieurement. Je comprends, monsieur, par exemple, que vous soyez très occupé, mais les solutions que je souhaite vous présenter peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent dès aujourd'hui. Cela ne vous prendra que quelques minutes, voulez-vous? Donc c'est le fait d'insister. Là, on a vu des objections. Il y en a d'autres. Mon entreprise n'est pas suffisamment importante pour... Monsieur, nous disposons de gamme de produits adaptés à tout type d'entreprise. Cela ne m'intéresse pas. Monsieur, je comprends que vous ne soyez pas intéressé pour le moment, mais j'aimerais seulement vous remettre un catalogue des dernières offres de notre entreprise. Puis-je vous rendre visite? Oh, elle a colle. Qu'avez-vous à vendre? Monsieur, actuellement, notre entreprise a lancé une nouvelle gamme de produits et nous aimerons que vous soyez parmi les premiers à les tester.
Donc, on va voir maintenant des scénarios type de prospection téléphonique. Donc, un ensemble, c'est un peu un workflow, c'est un peu un organigramme, des cas. Donc, bonjour monsieur, madame, votre prénom et nom, la société X, nous sommes spécialisés dans... je souhaiterais parler au responsable des achats, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un script. Je vous le passe. Ou bien, s'il vous le passe, vous passez directement à ça. Si il vous demande c'est à quel sujet, vous répondrez j'aimerais lui faire part de nos nouvelles offres et lui proposer des solutions. Soit il vous le passe, soit il vous répond il est occupé pour l'instant. Donc vous, lorsque il vous demande, il vous dit qu'il est occupé pour l'instant, qu'est-ce que vous allez faire? À quelle heure me conseillez-vous de le rappeler? Plutôt à 10h ou à 14h? Donc vous mettez un choix, donc il est dans l'embarras du choix, il doit choisir entre 10h et 14h. Après, et je demande, monsieur, mademoiselle, ou madame, notez la date, l'heure et le nom. Après, vous faites le rappel. Bonjour monsieur, nanana, et vous faites reprendre le même scénario. Si dans les deux cas, il vous passe le monsieur. Bonjour monsieur, madame, votre prénom et nom. Younes Aziz Bechiri, de la société XYZ. Nous sommes spécialisés dans n'importe quoi. Actuellement, vous commandez des produits. Donc, s'il commande les produits, il va répondre par oui. Si il vous dit je viens d'acheter, donc si il répond avec un oui, donc vous commandez plus de numéros de pièces par mois. Donc vous allez poser cette question. Ou bien s'il vous dit je viens de l'acheter, quand est-ce que vous voulez passer votre prochaine commande? Là, c'est votre prochaine commande, vous la réservez à vous. Donc, et vous allez reprendre, vous allez noter tout ça, quand est-ce que vous allez prendre les 3 mois, les fameux 3 mois, et vous allez rappeler le monsieur dans les 3 mois. Vous commandez plus de nom du numéro de pièces par mois, de nombre de pièces par mois. Notre entreprise a lancé une nouvelle gamme de produits avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Vous propose de venir vous montrer la qualité de nos produits. Donc c'est là que vous cherchez à lui tendre le hameçon pour que ça mord. Si il est intéressé, donc ça sera un oui. S'il y a des autres objections, traitement de l'objection, proposition de rendez-vous. Donc vous allez arriver à cette fin. Notez la date, l'heure et le nom de la personne. Là, vous créerez votre prospect, donc de la suspicion à la prospection à la clientèle. La prise de contact. Pour réussir une prise de contact, il est indispensable de la préparer d'un point de vue matériel, psychologique. C'est également vrai lors d'une visite chez un client que l'on connaît déjà. Faire une bonne impression ne pourra que conforter l'opinion que le client a du vendeur. Les étapes de la prise en contact. Première étape, saluer. Deuxième étape, se présenter. Troisième étape, identifier l'interlocuteur et sa fonction. Quatrième étape, remercier d'être reçu. Cinquième étape, présenter la société. Sixième étape, justifier la visite. Septième étape, entrer dans l'univers professionnel de l'interlocuteur. Les techniques de prise de contact. Ce qu'il ne faut pas faire ou dire. Et voilà ce qu'il faut faire ou dire. Qu'il ne faut pas faire ou dire. Négliger sa tenue vestimentaire et son apparence corporelle. Ce qu'il faut faire, veiller à ce que son aspect physique et vestimentaire soit impeccable le matin au soir. Arriver en retard essoufflé,
se présenter 5 minutes avant l'heure fixée dans le cas d'un rendez-vous préalablement convenu. Ce qu'il faut pas faire, lors d'un premier entretien, surtout s'il n'est pas précédé d'une prise de rendez-vous par téléphone, se présenter les bras chargés des documents et d'échantillons. Ce qu'il faut faire, avoir avec soi une documentation générale des produits, le ou les tarifs, le carnet de bons commandes, le tout bien rangé dans une mallette. Ce qu'il ne faut pas faire, je suis représentant de la société X et je voudrais voir votre directeur, c'est pour une offre de service. Ce qu'il faut faire ou dire, bonjour madame, prénom, nom, société X, je désire rencontrer le directeur pour lui présenter mon entreprise. Pensez-vous qu'il pourra m'accorder quelques instants? Pouvez-vous m'indiquer son nom? Voilà ma carte de visite. Donc, ce qu'il faut pas faire, Monsieur Alami, je m'excuse de vous déranger. Pourquoi Alami? Monsieur Bachiri, je m'excuse de vous déranger, je suis Monsieur Temim. Mais je suis Monsieur Temim Ahmedi, je représente la société X comme je passais dans votre secteur, je venais voir si vous n'avez besoin de rien. Non, ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, Monsieur Alami, bonjour, Tamim, Ahmedi, Société X, je vous remercie de m'accorder cet entretien. Ce qu'il faut pas faire, s'asseoir avant lui dans la siège visiteur face à son bureau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il vous invite à prendre place et choisir, si possible, une chaise de bureau plutôt qu'un fauteuil difficile à déplacer et dans lequel vous serez dans une position de travail inconfortable et malaisée. Ce qu'il ne faut pas faire, commencer l'entretien par un sujet sans rapport avec l'objet de la visite. Ce qu'il faut faire, c'est entrer rapidement dans le vif du sujet. Il n'a pas de temps. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui présenter trop longuement votre entreprise et vos produits. Ce qu'il faut faire, c'est lui poser rapidement une question afin d'ouvrir le dialogue et ainsi éveiller son intérêt. La négociation commerciale. Négocier, c'est discuter pour parvenir à un accord. La négociation commerciale, c'est une discussion entre acheteurs et vendeurs en vue de parvenir à un accord sur les termes de vente, généralement sur la qualité et le prix. Donc, la personnalité d'un négociateur efficace se caractérise par les traits de personnalité, la compréhension, écoute, empathie, intuition, adaptabilité, souplesse, capacité à jouer, contrôle de soi, discipline personnelle, combativité, détermination, rage de vaincre, assurance, confiance en soi, affirmation de soi, sociabilité, ouverture aux autres, aptitude à nouer des contacts. Processus de vente. La prospection commerciale. Prospect, on a la cible, des suspects, qui devient découverte de clients, de prospects, contacts, conclusion de vente, ça devient des commandes. Donc ici, on a la négociation commerciale. Convaincre le client, argumentation, démonstration, réponse aux objections. Et après, lorsqu'il devient un client, c'est un suivi de fidélisation client qui s'impose. Maintenant, on passe à la séquence 3, la découverte du client. Dans cette séquence 3, on trouve une petite introduction, la découverte des besoins, découverte des ressorts psychologiques de l'acheteur, les techniques de découverte, les comportements à adopter avec le client. Et puis finalement, une petite synthèse. Introduction. La réussite de la négociation commerciale repose sur une bonne connaissance de son client.
Le commercial doit donc adopter une attitude d'écoute active afin de comprendre ce que dit, ce que veut et ce que pense l'acheteur potentiel. Sans découverte préalable, le vendeur ne peut apporter à ce dernier une réponse satisfaisante. Sans découverte préalable, le vendeur est dans l'impossibilité de personnaliser son argumentation. La découverte des besoins. Il faut découvrir les besoins. Une partie des renseignements sur les clients doit être collectée avant la visite. La connaissance de ces besoins est facilitée s'il s'agit d'un client ancien. La découverte des besoins est plus longue en cas de nouveaux prospects. Il doit porter sur les renseignements généraux, consommation, qualité désirée, concurrents, quantité commandée, délai de livraison, services, accessoires, etc. En cas de nouveaux prospects, procédure pour être introduit comme fournisseur pour les clients, entreprises, fournisseurs actuels. En cas de clients anciens, degré de satisfaction des livraisons antérieures, changement dans l'entreprise depuis la dernière visite. Donc, passons maintenant à la découverte des motivations psychologiques de l'acheteur. Les motivations psychologiques de l'acheteur font que celui-ci est naturellement plus sensible à certains arguments qu'à d'autres. Exemple d'argument: produit nouveau, produit de haute technologie, produit unique, meilleur prix sur le marché. Donc, il est très important de connaître les motivations d'achat du client. Besoin, motivation et frein d'achat. Le besoin. C'est un état manque, insatisfaction qui pousse un individu à désirer un produit. Les besoins sont conscients ou inconscients, exprimés de façon plus ou moins claire ou non, traduits par des attitudes et des comportements plus ou moins lisibles, satisfaits par l'acquisition de produits ou de services. On peut classifier les besoins en deux grandes catégories, primaires et secondaires. Les besoins primaires: se loger, se vêtir, se nourrir, etc. Secondaires: voyage, sport, loisirs, etc. Exemple: il ne sert à rien d'informer quelqu'un qui a faim d'offres de voyage à la Turquie. C'est drôle. La typologie des besoins selon Maslow. Le pyramide de Maslow, j'aime bien cette pyramide. Donc on commence par la base jusqu'à l'entête. Voilà. Donc les besoins physiologiques, ce sont les besoins majeurs. Après, besoin de sécurité. Après, besoin d'appartenance et d'affectation. Les besoins d'estime. Et finalement, tout au top, c'est les besoins d'accomplissement de soi. Les besoins physiologiques sont avoir faim, soif, besoins relatifs à la survie et à la protection de l'espèce. Les besoins de sécurité: abri, protection, physique et morale, besoins relatifs à la sûreté, à la santé, besoin d'appartenance et d'affection, famille, amis, besoin d'appartenance, entraide, d'aimer, d'être aimé. Les besoins d'estime, prestige, réussite, besoin de reconnaissance, être respecté, avoir un rang social. Et finalement, le top des tops, le besoin d'accomplissement de soi. Maîtriser, comprendre, s'épanouir, se dépasser, besoin de dépassement de soi, de valeur personnelle, de sens de la vie, de repousser ses limites. Donc c'est le top, c'est l'accomplissement de soi. Les motivations. Donc la motivation d'achat d'un client est ce que explique, justifie, lui donne envie et l'amène à réagir ou bien à agir. Il peut être d'ordre rationnel, économie, sécurité, confort, ou irrationnel, nouveauté, orgueil, sentiment, sympathie. Donc soit
un niveau inférieur de la pyramide de Maslow ou bien un niveau supérieur ou irrationnel du pyramide. Le vendeur devra comprendre le fonctionnement de son client, c'est-à-dire identifier les raisons qui le poussent à agir, les motivations, ou celles qui, au contraire, l'empêchent d'agir, les freins. Les freins d'achat. Ce qui nous amène maintenant, après avoir parlé des motivations, on va se pencher sur les freins d'achat. Les facteurs matériels ou psychologiques qui empêchent un client d'acheter un produit ou retarder sa décision d'achat. On peut distinguer de grandes catégories de freins d'achat. Catégorie peur. Et définition, ils traduisent une inquiétude réelle ou imaginaire. Exemple. Une cliente aimerait acheter un dispositif d'alarme, mais elle a peur de ne pas savoir s'en servir. Donc, l'autre catégorie, autre que la peur, l'inhibition. Elles traduisent par un manque de confiance de l'acheteur, de son jugement, un sentiment de culpabilité, se sentir coupable. Donc un exemple, sentiment de culpabilité éprouvé lors de l'achat d'un vêtement dont le prix est élevé. Donc il faut rassurer ces gens, on veut votre argent. Les motivations rationnelles. Les motivations rationnelles sont facilement repérables par le vendeur car ils sont exprimés le plus souvent de façon claire. Ils représentent la partie visible de l'iceberg. Les motivations irrationnelles, il s'agit de motivations subconscientes inexprimées, ce qui rend difficile leur identification par le vendeur. Ils représentent la partie invisible de l'iceberg. L'inconscient, c'est la partie invisible, c'est les motivations irrationnelles. Et le conscient, c'est la partie visible de l'iceberg et c'est la partie la plus petite. Donc, les motivations rationnelles, on peut trouver la sécurité, l'argent, économie, intérêt, plaisir, confort, bien-être. Les motivations irrationnelles, c'est sympathie, amitié, orgueil, considération. Ces différentes motivations sont souvent présentées selon la typologie SONAX. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, agent, sympathie. On commence par le S, sécurité. Le client recherche la sécurité et la peur du risque qu'il veut être rassuré. Il aime réfléchir, essayer, hésite, etc. L'orgueil. Le client cherche le prestige, il cherche de se démarquer des autres, à être valorisé par son achat. Il est dominant, difficile à amener, égocentré, fier. Nouveauté. Le client souhaite avant tout être à la pointe du progrès. Il est curieux, dynamique, aime les expériences nouvelles, recherche l'originalité, aime le changement. C de confort. Le client cherche le minimum d'effort et le maximum de bien-être. La simplicité d'utilisation, la commodité. A pour argent, le client cherche les économies. Le rapport qualité-prix, aime comparer, difficile à mener. S pour sympathie, le client est sensible aux liens affectifs qu'il établit avec la marque, le produit, l'entreprise ou le vendeur. Donc, pour les motivations, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnement. Ajouter environnement. Mot correspondant. Sécurité. Fiable, résistant, tranquille, rassurant, sans engagement. Orgueil. Unique. Une personne comme vous. La chance sourit aux audacieux. Nouveauté. Original, nouveau, récent. Jeu nouveau, règles changées, cadeaux différents. Le confort,
simple, pratique, confortable. Profitez de votre présence ici pour tenter votre chance. Argent, économique, rentable, peut rapporter gros. Sympathie, sympathique, convivial, agréable, joli, esthétique, cadeau. Environnement, écologique, durable, recyclable, sustainable, emploi de proximité, comptabilité. Les techniques de découverte. On commence par le fameux questionnement. Une fois le contact est assuré, le vendeur doit s'attacher à découvrir son interlocuteur pour informer de façon efficace. Ainsi, le but est de faire parler le client afin de savoir le plus précisément possible ce qu'il veut et limiter ainsi le risque d'une argumentation dans le vide. Donc, face à son client, le vendeur doit se poser les questions suivantes. Quel est son problème? Comment envisage-t-il la solution? Que puis-je lui apporter? Quelles sont les réticences ou préjugés? La qualité du questionnement conditionne la suite de l'entretien et par là l'issue de la négociation, car l'objectif est de donner au client la possibilité de s'exprimer le plus complètement possible sur ses besoins. Identifier et comprendre ses motivations. La typologie des questions. Il existe différentes formes de questions qui permettent chacune d'obtenir un type de réponse particulier. La question ouverte et la question fermée. La question ouverte, elle oblige l'interlocuteur à se livrer et elle commence souvent par pourquoi, quand, comment. Ce type de question a l'avantage d'obliger le client à découvrir ses motivations, mais aussi l'inconvénient est de le mettre mal à l'aise s'il est timide. Quel type de veste vous intéresse plus particulièrement? Qu'attendez-vous de l'informatique pour votre entreprise? Les questions fermées, ce sont celles qui sont formées de telle façon que l'interlocuteur sera amené à répondre par oui ou par non. Ce type de questions ne donne que peu de renseignements, mais permettent d'introduire d'autres questions plus ouvertes. Combien de photocopies faites-vous par mois? Avez-vous une idée du budget que vous pouvez consacrer à cet investissement? Et les questions alternatives. Donc, ce sont des questions qui sont orientées de telle sorte que la réponse soit l'une des propositions. Il semble laisser un choix au client alors que sur le fond, l'alternative est favorable au vendeur. Ce type de question permet de guider la réponse, orienter le choix entre deux possibilités seulement, préparer le terrain de la conclusion positive de l'entretien. Exemple, qu'est-ce que vous préfériez, le chocolat noir ou le chocolat blanc? Pensez-vous prendre votre décision cette semaine ou la semaine prochaine? Il y a aussi les questions ricochet au sondage. Il permet de découvrir les motivations du client en évitant des questions ouvertes trop directes. Le client livre par ce procédé un certain nombre de renseignements sur des motivations sans que le vendeur le mette mal à l'aise avec des questions ouvertes trop directes. Exemple, le vendeur, vous roulez beaucoup? Le client, oui, mes activités professionnelles m'y obligent. Le vendeur, vos activités professionnelles? Le client, oui, je suis cadre de la société X. La question suspensive, appelée aussi question au miroir, c'est une reprise interrogative d'un mot ou d'une phrase de l'interlocuteur. Vous dites défaillance, puis-je vous demander? Sixième, la question d'évaluation. La fourchette favorise la confidence. Exemple. Vous imprimez plus de 100 copies par jour?
Septièmement, la question de reformulation. Il consiste à reformuler avec ses propres termes les propos principaux de l'interlocuteur. Exemple, vous m'avez dit que si j'ai bien compris, vous préférez, résumons-nous, vous souhaitez. La synthèse proposée par le vendeur prouve au prospect que la motivation essentielle a été bien comprise, donc elle permet au vendeur de s'assurer qu'il ait bien compris ce que désire son client. Il permet de lui faire dire oui, mot magique par excellence. C'est très important d'avoir le premier oui. Introduit la phrase suivante, l'argumentation. La reformulation a trois objectifs. Montrer que l'on est attentif, vérifier que l'on a compris, faire progresser l'entretien. Remarque, rappelez-vous que le questionnement ne doit pas être perçu par le client comme un interrogatoire, mais comme un dialogue fructueux et constructif qui doit conduire le client à se décider en votre faveur. Il faudra donc ne pas commencer par des questions fermées, mais par des questions ouvertes afin de prolonger le climat instauré lors de la prise de contact. Ne jamais oublier de terminer cette recherche par la question de reformulation de synthèse. Les comportements à adopter avec le client. Plus vous manifesteriez de l'intérêt au propos de votre interlocuteur, plus ce dernier va s'exprimer. C'est pourquoi il convient de prendre note de réponse chaque fois que cela est possible. Et après avoir demandé l'autorisation au client, je vais prendre quelques notes de façon à ne pas oublier. Vous permettez de ne pas interrompre le client avant qu'il ait terminé complètement ce qu'il a à dire. De pratiquer l'écoute active afin de déceler ses motivations irrationnelles. Par exemple, le client qui vous dit « Vous savez, j'ai été parmi les premiers possesseurs de… » peut-être sensible à la nouveauté. Celui qui répète souvent « Moi, je… » exprime l'orgueil. Donc ses capacités de l'écoute. Il ne peut y avoir l'écoute active sans comportement empathique. L'écoute active favorise la mise en confiance, la révélation des sentiments réels, mais également une meilleure écoute en retour. Dans tout entretien de vente, le vendeur ne doit pas se précipiter car les choses les plus importantes sont rarement dites au début d'une conversation. Le vendeur ne doit pas seulement écouter les mots, mais également les significations et les motivations qu'ils sous-entendent. Prenons la synthèse. Besoins et motivations. Les besoins, que veut le client? Les motivations, pourquoi le veut-il? Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. S-O-N-C-A-S. Questionnement et reformulation. Afin de découvrir les besoins de motivation du client, le vendeur doit pratiquer le questionnement à l'écoute active. Déterminer les besoins de votre client vous permettra de répondre à une demande. Déterminer les motivations de votre client vous permettra d'anticiper ses attentes, d'apporter des solutions à ses problèmes, de déceler d'autres besoins, de gagner sa confiance. La reformulation. La reformulation permettra au vendeur de reformuler les besoins du client, s'assurer que l'on a bien compris, démontrer au client qu'on l'a écouté activement. Un problème bien formulé est à moitié résolu. C'est une étape transitoire entre la découverte et l'argumentation-négociation. Séquence 4. Convaincre son client. Introduction, l'argumentation, la démonstration, répondre aux objectifs et après on va voir une synthèse. Introduction.
L'humain se bat pour être libre, il résiste à toute influence. Il s'oppose, refuse, objecte, fuit. Mieux vaut lever les freins que faire pression. Écouter et réfuter les objections avant d'argumenter. Créer la certitude que l'offre lui assure satisfaction. Convaincre le prospect consiste à utiliser un bon argumentaire, à faire éventuellement une démonstration, à répondre aux objections, en particulier concernant le prix. L'argumentation. Le but de l'argumentation, c'est de convaincre. Convaincre, c'est amener quelqu'un par preuve ou par raisonnement à reconnaître l'utilité d'une solution. Définition, argument et argumentaire. L'argument de vente, ensemble de mots, phrases, raisons explicatives que le vendeur soumet à l'acheteur dans le but de l'influencer, de le convaincre de l'acheter son produit ou son service. L'argumentaire de vente désigne une liste d'arguments établis en vue d'influencer l'acheteur et de convaincre d'acheter un produit ou un service. On distingue des arguments généraux relatifs à l'entreprise et les arguments spécifiques relatifs au produit. L'argumentaire de vente peut être établi pour répondre aux besoins et aux motivations des acheteurs détectés par le vendeur, selon la typologie SONACAS. S-O-N-C-A-S. Construire un argumentaire. Premièrement, il faut connaître les caractéristiques de son entreprise. Il faut bien connaître son produit, ses caractéristiques, ses avantages, se doter des moyens pour prouver ses avantages. Il faut également être capable de se situer par rapport aux produits de concurrence. Caractéristiques du produit. Tout produit présente 4 types de caractéristiques. Les caractéristiques techniques. Qualité intrinsèque, poids, résistance au choc, dimension, volume, forme, couleur, présentation générale, conservation, goût, odeur sont les qualités intrinsèques. La fabrication, matière première, procédés et moyens techniques, mise en œuvre, etc. Les caractéristiques commerciales, ce sont les caractéristiques qui vont être négociées et notées sur le bon de commande. Donc, conditionnement, les prix, les conditions de paiement, les délais de livraison, les services après-vente, ou le SAV. Les caractéristiques de l'entreprise, les informations sur le siège de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son évolution, sa stratégie, ses références, clients, investissement en recherche de projets à venir. Les caractéristiques par rapport à la concurrence. Les caractéristiques doivent démarquer le produit de sa concurrence. Exemple, le vendeur dira le réservoir fait 55 litres. Si le vendeur connaît que la moyenne des concurrences est à 50 litres. En résumé, il faut rechercher les avantages de ces produits. Fiabilité, commodité, capacité, performance, simplicité, moindre coût, robustesse, rapidité, facilité de revente, et se doter des moyens de preuve, une démonstration, échantillon, maquette, prototype, référence, documentation technique et commerciale, catalogue, photos, plans, graphiques, schémas, diapositives, films, cassettes vidéo, citations et rapports d'experts, statistiques officielles, prix, récompenses diverses, homologations et agréments, résultats de tests, introduction sur le marché extérieur, dépôt de brevets. Donc, les caractéristiques de produit, les 4 caractéristiques sont les caractéristiques techniques, les caractéristiques commerciales, les caractéristiques d'entreprise et finalement les caractéristiques par rapport à la concurrence. Maintenant, on passe aux techniques d'argumentation.
La méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Afin de pouvoir mettre en œuvre la méthode de CAP, vous devez identifier les caractéristiques de votre produit ou service, ses avantages, et pouvoir présenter les preuves de ces éléments. Caractéristiques, il s'agit des éléments descriptifs de votre produit, essentiellement d'un point de vue technique. Ici, vous présentez votre solution de façon descriptive, mais ces éléments ne suffisent pas encore à séduire votre interlocuteur. Les avantages. Caractéristiques, avantages, preuves. Les avantages. Il s'agit des avantages rapportés par le produit pour le client. Les preuves. Il s'agit de prouver ce que vous venez d'annoncer, de montrer que les caractéristiques et les avantages sont réels et concrètes. Cela peut passer par une démonstration, une innovation déposée avec un brevet, des témoignages de référence, un baromètre consommateur, etc. Ces derniers arguments viennent définitivement convaincre votre prospect qui est alors prêt à passer à l'acte d'achat. Comment argumenter? Le vendeur efficace est celui qui adapte son argument à son interlocuteur et limite le nombre d'arguments aux seules motivations de l'acheteur. Combien le vendeur rate de vente parce qu'ils nous en disent trop? Ils parlent beaucoup, ils en disent trop. Le vendeur efficace est celui qui utilise un langage compréhensible par le client. Si le client est un technicien, il faut employer les termes qu'il a envie d'entendre. Si au contraire le technique ne l'intéresse pas, il faut éviter d'aborder trop de détails sur ce sujet. N'abusez pas des qualificatifs excessifs, tels que extraordinaire, exceptionnel, remarquable, etc. N'utilise pas les expressions qui engendrent le doute. Je crois, je pense, il me semble, ou la méfiance. Ne craignez rien. Croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, etc. Il s'adapte au rythme du client et en se montrant tonique face à un client énergique et pondéré face à un client aux caractéristiques plus tempérées et réfléchies. Démontre et preuve. Chaque fois que cela sera possible, ce qu'il affirme, un petit dessin peut être plus intéressant qu'un long discours. S'assure que le client a été sensible à l'argumentation présentée, ce qui permet de faire progresser l'entretien et d'obtenir des petits oui de la part du client. Et les oui, c'est la clé pour la vente. La démonstration. Les atouts de la communication sensorielle. La démonstration fait appel à un maximum de sens du client. Son, vue, toucher, goût, odorat, et le fait ainsi participer entièrement à l'action du vente. Pour cela, il faut transformer la description orale en sensation, en volume, en poids, en couleur, en contact, en mouvement, en son, en odeur. Il faut que le client puisse sentir le produit en démontrant, coupant, cassant, retournant le produit ou échantillon. Les capteurs de sensation, la vue, l'oreille, l'odorat, le toucher, le goût. Répondre aux obligations, aux objections. Répondre aux objections. Quelle que soit la qualité de l'argumentaire, le client sera toujours amené à vous faire des remarques, poser des questions ou montrer son insatisfaction. C'est ce que nous appellerons les objections. Ils répondent à des mobiles logiques ou psychologiques. Les objections logiques seront axées sur le prix, les caractéristiques du produit ou le financement. Les objections psychologiques pourront être issues de divers facteurs. La mauvaise relation personnelle avec le vendeur ou l'entreprise. L'envie de gagner. Reste ensuite à traiter pour lever le doute et convaincre le client. La place de l'objection dans l'argumentation.
Euh, Derrière une objection, il y a un frein d'achat qu'il faut détecter et contre-argumenter. L'objection doit être considérée comme une aide et non un obstacle infranchissable. Il est donc nécessaire à laisser l'acheteur exprimer ses objections. Les objections ne sont pas toujours formulées verbalement. L'attitude de geste et les mimiques doivent être aussi interprétées et traitées comme les autres objections. Les différentes catégories d'objections, il contient de distinguer les objections réelles, sincères, et les objections prétextes. Objections réelles ou sincères fondées, correspondant au fait un mobile d'achat sont satisfaits chez l'acheteur ou une mauvaise expérience passée du client avec le produit en entreprise. Dans ce cas, le vendeur doit accepter l'objection et le réfuter par des techniques appropriées. Par exemple, cela doit consommer beaucoup d'énergie. L'objection prétexte non sincère concrétise le manque d'intérêt et le désir de fuite devant le vendeur. Ce dernier ne doit pas lui accrocher une importance démesurée et doit découvrir plutôt une objection réelle cachée derrière. Par exemple, j'ai tout ce qu'il faut, vous êtes trop cher. L'objection sincère non fondée, basée sur les préjugés du client. Dans ce cas, le vendeur doit informer le client, lui expliquer et présenter les preuves. Par exemple, on m'a dit que votre produit consomme beaucoup d'énergie. Donc, objection du client, comportement à adopter. Écoutez, ne pas démentir sèchement. Chercher à comprendre. Traitement de l'objection. Type d'objection, objection non sincère, prétexte j'ai pas le temps, ignorer l'objection ou la minimiser. Objection sincère non fondée, préjugé du client, informer, expliquer, donner des preuves. Objection sincère fondée, une vérité, accepter l'objection, mais aussi la compenser. Technique de réfutation. Comportement du vendeur face à l'objection. Étape. Identifier l'objection. Action. Répéter l'objection fondée ou non fondée. Laisser le client exprimer complètement son objection. Écouter avec intérêt. Valoriser l'objection. Action. Accepter l'objection. La solidité du produit est effectivement un point important. Chercher à comprendre. Action, poser des questions, approfondissement, accuser réception des réponses apportées par le client. Confirmer la compréhension, non reformulant. Ah oui, je comprends. En fait, vous pensez que c'est bien cela? Traiter l'objection et personnaliser. Action, traitement de l'objection suivant le cas en personnalisant la réponse par rapport au cas du client. Contrôlez l'effet de votre réponse. Ai-je répondu à votre attente, monsieur X? Donc, les techniques de réfutation des objections. La réfutation, réponse, exemple. Compensation. Rassurez le client pour aller ensuite dans votre voie. Exemple, je comprends tout à fait, mais... Boomerang. Réponse, c'est la transformation de l'objection en argument. Cette voiture n'est pas très puissante, c'est la raison pour laquelle elle est si économique. Anticipation. Réponse, on va devancer le client pour atténuer l'effet de l'objection. Vous allez me dire que c'est la raison pour laquelle. Implication. Réponse, on amène le client à répondre lui-même à l'objection. Quel sera selon vous le type de véhicule que vous seriez susceptible d'acheter? Report. Montrez au client que son objection arrive trop tôt et que vous allez y répondre au cours de l'entretien. Je suis d'accord avec vous, ce que nous verrons lors de notre démonstration.
Objection référence. Se servir d'un témoignage. Connaissez-vous Monsieur X qui a acheté le même véhicule? Questionnement. Posez une question afin de faire préciser au client son propos. Pourriez-vous me préciser votre pensée? Affaiblissement. Reprendre l'objection pour affaiblir sa portée. Je suis d'accord, il paraît plus petite, mais l'ergonomie antérieure est la même. Séquence 5. L'objection prix. C'est trop cher. De quoi est compensée la valeur perçue par le client? 2. Quand et comment présenter le prix? 3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le client comprenne et accepte le prix proposé par le vendeur? Introduction. La présentation du prix est un moment délicat de la vente, car le prix est un facteur souvent sensible. À l'annonce d'un prix, le client a toujours tendance à penser à dire c'est cher ou plus rarement ce n'est pas cher. Cette réflexion ne porte pas sur le prix mais sur la valeur perçue des produits. Quoi que vous fassiez de réduction, pensez que de toute façon, il y aura toujours des clients pour trouver que votre produit est trop cher. De quoi est compensée la valeur perçue par le client? Un client n'achète pas le prix d'un produit, mais la valeur qu'il perçoit dans ce produit. Cette valeur perçue est composée de caractéristiques techniques commerciales du produit, motivation d'achat, utilité du produit pour l'acheteur, service apporté par l'entreprise qui vend ou qui fabrique le produit, avantage concurrentiel, sympathie du vendeur et la confiance qui lui inspire, intensité du besoin, capacité financière de l'acheteur, offre des concurrents dont il a pris connaissance. Tout vendeur doit savoir que l'objection prix est normale, parce que dans un contexte économique difficile et concurrentiel, tous les clients cherchent à payer le moins cher possible de produits qui leur apportera le plus de satisfaction. Il ne faut pas faire le complexe du prix et en avoir peur. Plus le client aura pu mesurer les avantages que le produit lui apportera, moins le prix lui paraîtra élevé. Un prix élevé est souvent un gage de qualité. Comment l'objection prix est exprimée? De différentes manières. Vous êtes trop cher. J'ai mieux ailleurs, la remise est trop faible. Ces différentes objections n'ont pas toujours le même sens. Ils peuvent signifier l'absence et le manque des moyens, l'absence de confiance dans le vendeur, la crainte de ne pas réaliser la meilleure opération, la volonté de faire pression sur le vendeur pour obtenir une remise. Le vendeur ne doit pas se laisser déstabiliser par ces objections, sous peine de perdre un client potentiel. Faire des remises trop facilement. Ne pas conclure la vente. Donc, le vendeur ne doit pas se laisser déstabiliser. Quand et comment présenter le prix? Le prix doit être présenté au moment opportun, c'est-à-dire à la fin de l'argumentation, lorsque le client aura pu apprécier tous les avantages du produit correspondant à ses attentes. Lorsque le vendeur aura refuté l'objection qu'il estime être la dernière, lorsqu'il a en doute, il pourra solliciter son client. Avez-vous d'autres questions à me poser ou souhaitez-vous d'autres informations? Le prix doit être annoncé d'une voix claire et naturelle et sur un ton assuré. Il est impératif que le vendeur donne l'impression qu'il trouve le prix tout à fait normal et même très compétitif par rapport aux avantages procurés. Plus le client sentira que le vendeur est sûr de son prix, moins il essaiera d'obtenir une réduction. Le prix doit être précis. Le client doit avoir le sentiment que le prix annoncé a été calculé et étudié de façon précise. Le prix 12 348
dirhams est plus crédible qu'un prix fixé de 12 000 dirhams. Le tarif doit être imprimé et non manuscrit. Il doit être tenu à jour et ne jamais être réactualisé devant le client. Le vendeur doit toujours avoir à l'esprit qu'un client achète un produit, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente pour lui. De la sécurité, du confort, du prestige, de l'économie. Surveillez votre vocabulaire. Ne dites pas « s'élève à » ou « coûte ». Dites plutôt « il revient à ». Présentez le prix lorsque l'acheteur a pu apprécier la valeur du produit. On trouve toujours trop cher ce dont on n'a pas envie ou bien est bon marché, ce que l'on désire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le client comprenne et accepte le prix proposé par le vendeur? Rechercher et comprendre les besoins du client, argumenter en fonction des attentes du client, traiter les objections techniques du traitement, l'objection sur le prix. Voilà, technique de traitement d'objection sur le prix. Technique de réfutation, addition, soustraction, division, multiplication, relativité. Détail, addition, on additionne les avantages. Exemple de réfutation, vous bénéficiez d'une extension de garantie gratuite, une suite de logiciels gratuits. La soustraction, en n'achetant pas aujourd'hui, le client payera plus cher demain. Opération de le mois Carrefour prend fin dans 3 jours. La division, rapporter le prix à une durée d'utilisation. Votre abonnement à Canal+ reviendra à 1,50 € par jour. Multiplication, on grossit l'avantage en le multipliant par la durée d'utilisation. Avec ce modèle, vous économisez 11 au 100 km, soit 10 000 litres sur 3 ans. 1 litre sur 100 km, soit 1000 litres sur 3 ans. Ce modèle, ça soit un modèle de véhicule. Donc 1 litre, vous consommez 100 km, soit 10 000 litres sur 1000 litres sur 3 ans. C'est bien. Donc la relativité, le rapprochement, comparer le prix à celui d'un autre produit d'un prix beaucoup plus élevé, plus intérêt moindre, comparer les dépenses avec les gains attendus. Pour différence de 100 dirhams, vous bénéficiez en plus de et de. Donc, séquence sus-conclusion et suivi de la vente. Conclure, les techniques de conclusion, la vente additionnelle, l'après-vente. Introduction, l'acheteur a toujours besoin d'être assisté dans sa prise de décision. Après l'argumentation, la démonstration, la réponse aux besoins, aux objections, le vendeur doit conclure la vente. La phase conclure permet de vaincre l'indécision naturelle de l'acheteur qui se demande s'il a obtenu les meilleures conditions du meilleur produit. Toute négociation est une suite d'équilibres et de déséquilibres. Arguments, objections. Le vendeur doit donc saisir le moment opportun pour provoquer le passage à la conclusion. Tout prospect attend du vendeur qu'il lui demande d'acheter à la seule condition de lui avoir prouvé au préalable l'adéquation de la proposition à ses besoins ou de l'aider à justifier sa décision vis-à-vis de tiers. Épouse, supérieur hiérarchique. Enfin, l'art de conclure consiste à provoquer l'achat de telle sorte que si l'acheteur dit non, le dialogue ne soit pas rompu. Conclure. Il faut conclure dès que le client semble avoir accepté l'argumentation ou manifesté quelque intérêt face à la proposition. Cette phase se situe à la fin d'une argumentation au moment où le client émet un feu vert, tel que par exemple
Il se détend, sourit, passe d'une position de travail à une position plus relâchée. Il prend le produit en main, l'examine, il consulte lui-même la documentation. Le client se pose les questions sur le service après la vente. Vous êtes sûr que je pourrais être livré la semaine prochaine? Vous n'avez bien dit que la garantie est de 2 ans. Pose des questions. Est-ce que cela consomme beaucoup? Le client emploie le conditionnel. Si je vous achetais, pensez-vous que, ouais, voilà. Le client emploie le conditionnel. Si je vous achetais, c'est mal formé. Si vous achetez, pensez-vous que le client s'approprie l'objet, le manipule, l'essaie, examine la documentation. Le client saisit le bon de commande, le client demande des précisions, le client répond positivement à des questions de sondage d'utilisation future de produits. Si nous vous livrons aujourd'hui, seriez-vous disposé à... il pense à haute voix, ça me paraît pas mal, elle est très confortable. Il se pose des questions sur la modalité de règlement. Il pourrait vous payer à 30 jours, fin de mois. Vous acceptez les cartes de crédit. Vous souhaitez être assuré. Vous êtes sûr que c'est solide. La livraison est gratuite, n'est-ce pas? Il demande l'avis d'un tiers. Qu'en penses-tu? Mais moi, ça me paraît pas mal. Et toi? Il anticipe sur sa décision. Si je me déciderais tout de suite, à supposer que j'en prenne 10, est-ce que il appelle au secours? Je ne suis pas tout à fait convaincu de. Si j'étais sûr de, je le comprendrais bien maintenant. Il dit oui après une reformulation synthétique. Donc ce produit qui, oui tout à fait. D'une façon générale, tout changement d'attitude du client doit être intercepté à ce moment comme un feu vert. Il se gratte la tête, se tient le menton, adopte une attitude de réflexion. Les techniques de conclusion. A, B, C, D, E, F. A. Proposer une vente additionnelle. Quantité supplémentaire et une vente complémentaire, option, accessoire. Reformuler la décision du client. Exemple, nous sommes donc bien d'accord sur une quantité de une livraison le et un escompte de 2% pour paiement comptant. Poser une question alternative. Cette question laisse le choix entre deux propositions d'achat. Vous préférez le modèle X ou le modèle Y? Ou bien je vous livre dans une semaine ou dans 2 semaines. Conclure implicitement. Le commercial commence à remplir le bon de commande et propose par exemple une date de livraison. L'effet Colombo. J'oublierai Thomson vous offre 6 mois d'abonnement gratuit à TPS sans engagement. Le vendeur a gardé un argument ultime dans son sac. Le pré-close. Le vendeur isole une dernière objection en obtenant un accord sur les autres. Bon, hormis ce dernier point, le produit vous convient? Le bon de commande. Le vendeur doit remplir le bon de commande en respectant les règles suivantes. Remplir le bon de commande à haute voix, le silence peut inquiéter le client. Remplir si nécessaire un formulaire de demande de crédit et calculer le montant des échéances. Récapituler le lieu, la date de livraison, faire signer le client, demander le paiement ou l'acompte. La prise de congé. La prise de congé succède logiquement à la signature de bon de commande. Le commercial ne doit pas s'éterniser et doit rassurer et féliciter le client sur son choix. Ne jamais revenir sur un point d'argumentation, une nouvelle objection peut survenir.
laisser une carte de visite, une documentation, un échantillon, prévoir et planifier la relation future en fixant la date de prochain contact, remercier pour l'entretien qui vient de se dérouler, saluer chaleureusement. La vente additionnelle consiste à vendre un produit complémentaire et supplémentaire à celui initialement acheté ou voulu. C'est une vente qui ne nécessite pas de coût de prospection supplémentaire. La vente complémentaire correspond au cas où le produit vendu en plus est un accessoire ou service lié au produit principal acheté. Exemple, type de cirage vendu avec une paire de chaussures ou cravate vendue avec une chemise. La vente dite d'opportunité consiste à profiter de la présence du client pour lui proposer un autre produit qui n'est pas forcément lié au premier. Donc il y a la vente dite complémentaire et la vente dite d'opportunité. Quelle méthode à suivre pour réaliser une vente additionnelle? La méthode des ventes additionnelles suit la démarche suivante. Découvrir, reformuler, proposer, traiter des objections, conclure. Découvrir. Observer le client. Que regarde-t-il? Que touche-t-il? Et le questionner sur ses centres d'intérêt. Reformuler. Vérifier s'il a d'autres besoins. Vous m'avez dit que tout à l'heure que vous cherchiez. Vous désirez autre chose? Proposer. Orienter sur d'autres produits une fois la vente initiale est décidée. Avez-vous vu notre promotion du jour? Connaissez-vous notre rayon déco? Traiter des objections, valider, rebondir. Je comprends très bien et cela me fait penser à autre chose. Conclure, questionner positivement et faire découvrir d'autres produits. Vous avez aimé le collier? Il vous va très bien. L'après-vente, la vente ne s'arrête pas à la fin de la visite. Le travail du commercial se poursuit dans la voiture ou au bureau ou son domicile pour analyser l'entretien, quel que soit son issue. S'il est favorable, comprendre ce qui a permis d'obtenir ce résultat pour l'exploiter dans le futur. S'il est défavorable, essayer de découvrir ce qui n'a pas plu à l'acheteur, plaire à l'acheteur. À quel moment, pourquoi effectuer le travail administratif découlant de l'entretien, traiter administrativement la commande, technique utilisée, compléter sa fiche client, rédiger un rapport de visite, fidéliser son client, il faut que le vendeur assure soi-même la livraison à son client ou rendre visite au client ou encore la moindre des choses, téléphoner au client pour savoir si tout marche bien. La synthèse. Les étapes d'entretien de vente. Accueil, recherche de besoins, reformulation, présentation du produit, argumentation, démonstration, réfutation des objections, conclusion de la vente, vente additionnelle, prise de congé. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Eh bien, sur l'ERP, on va découvrir le CRM, le point de vente, notamment sur Odoo, et beaucoup de techniques qui sont très intéressantes. J'apprécie bien le fait que vous avez suivi cette formation sur les techniques de vente. Ça vous aidera sûrement dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie opérationnelle pour savoir comment les vendeurs puissent avoir des techniques, comment contourner ces techniques si vous êtes un client et comment gagner plus de ventes si vous êtes un vendeur. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à bientôt pour le côté pratique sur l'ERP. À bientôt!